Bonjour, je suis Laetitia Chalmel-du-Rosier, praticienne EFT, et voici mon index ABC. Et si certains de nos symptômes, justement, étaient le reflet de nos émotions cachées, les fameuses émotions. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus, mais encore faut-il en parler avec une certaine expertise, avec du doigté, si je puis dire, et puis voir, évidemment, de quelle manière on peut s'approprier ces émotions, les gérer, et doit-on, d'ailleurs, ce sera une vraie question à poser à mon invité, doit-on gérer nos émotions? Doit-on apprendre à les gérer? Elle s'appelle Laetitia Chalmel-du-Rosier, elle est installée sur les canapés. Merci d'être là. Merci. Bonjour Laetitia. Bonjour. Praticienne EFT, alors on va revenir sur cela, évidemment, sur cette fameuse technique, on va parler des soins énergétiques. J'ai posé une question, est-ce que il est nécessaire d'apprendre à gérer nos émotions? Grande question. Alors déjà, moi, j'aime pas trop le mot « gérer ses émotions ». Okay. Est-ce qu'il faut les laisser? Alors moi, j'aime plutôt dire « vivre les émotions ». Parce que c'est vrai que la notion de gérer, on a un peu l'impression comme si on peut finalement les contrôler, comme s'il y en avait qu'on pouvait mettre sous le tapis finalement. Alors que la réalité, c'est qu'elles sont toutes là pour nous aider. Et par contre, apprendre à les vivre, ça, je le recommande. Bon, alors, elles sont toutes là pour nous aider? Ah oui. Toutes, quelles qu'elles soient, même les pires. Qu'est-ce qu'on entend par les pires? Non, mais parfois, on a beaucoup parlé, et d'ailleurs ici, on a reçu beaucoup de gens qui nous parlent de une des émotions, c'est la colère, par exemple. La colère, on se dit, voilà, moi je suis envahi de colère, je me lève avec la colère, je me couche avec la colère. Est-ce que ça, on se laisse envahir par cette colère ou est-ce qu'on apprend à la gérer et à la comprendre? On apprend effectivement à la comprendre, à apprivoiser cette colère finalement pour pas qu'elle se cristallise dans le corps. Parce que finalement, s'il y a cette colère qui est débordante dans le corps, c'est peut-être qu'à un moment donné, cette colère, on n'a pas forcément pris le temps de l'écouter, de lui demander qu'est-ce que tu vas me dire, pourquoi tu es là? Et finalement, c'est cristallisé, et puis la colère, puis une autre colère, puis une autre colère, et finalement, ça fait cocotte minute, et on est rempli de colère. Et ça crée des mots. Et ça crée des mots, MAUX, ou des maladies, effectivement. Exactement, et c'est là où vous intervenez avant. On essaye en tout cas, vous effectivement, en tout cas. de pouvoir aller... on va voir votre parcours de vie, comment est-ce que vous en êtes arrivé là. Mais vous avez, j'allais dire, presque une spécificité, c'est-à-dire un angle bien spécifique quand on parle des émotions. C'est les émotions liées à l'alimentation? C'est ça votre secteur? Alors effectivement, j'accompagne beaucoup sur le sujet de l'alimentation émotionnelle par rapport à ma propre histoire de vie. Oui. Et parce que j'ai compris aussi à quel point finalement les émotions étaient véritablement un facteur, un déclencheur, nous pousser par moments à manger. Et finalement, on anesthésiait les émotions à travers l'alimentation. Quelle a été votre problématique, vous? Quelle a été l'émotion la plus, j'allais dire, compliquée à gérer? Quelle était celle qui vous envahissait systématiquement? Alors moi, l'émotion qui était vraiment source de déclencheur et qui vraiment me poussait à manger, c'était vraiment l'émotion de la solitude, enfin vraiment le fait de ressentir la solitude, la tristesse, le fait de se sentir seul. Tout ça, c'était vraiment des vrais déclencheurs. Moi, un samedi soir, toute seule dans mon appartement, c'était compulsion alimentaire à gogo et on dégommait tous les placards. Sucre, évidemment. Sucre, évidemment. Donc c'était vraiment cette émotion, enfin en tout cas cet espace à apprendre à vivre autrement qu'avec l'alimentation. Et c'est comme ça que vous avez fait ce fameux, tous les gens connaissent ce fameux yo-yo, c'est-à-dire passer d'un extrême à l'autre, entre la boulimie, l'anorexie, la boulimie, c'était ça? Effectivement. Alors moi, j'ai effectivement plutôt eu d'abord un comportement anorexique au moment de l'adolescence. Du coup, là, j'ai voulu perdre un peu de poids et je suis tombée dans la spirale assez classique de l'anorexie. Et suite à ça, effectivement, quand j'ai voulu reprendre du poids, là, je suis tombée effectivement dans les crises d'hyperphagie. Donc, dans ces moments où je ressentais vraiment ce vide à l'intérieur de moi, ce vide dans l'estomac et ce besoin de le remplir encore et encore à travers l'alimentation. Et finalement, l'alimentation n'arrivait jamais à le combler suffisamment parce que c'était que partie remise pour la suite. Il y a beaucoup de parents complètement désemparés face aux enfants ou à leurs adolescents, ou les jeunes femmes notamment, même les hommes d'ailleurs qui sont concernés par l'anorexie. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Quelle est l'attitude que doivent avoir les parents face à un enfant susceptible d'être confronté à l'anorexie? Bonne question. Parce qu'effectivement, c'est un trouble qui est de plus en plus malheureusement courant. Et au-delà de l'aspect émotionnel dont on parle aujourd'hui, il y a aussi tout l'aspect lié à l'anxiété corporelle, lié à l'apparence, où effectivement il y a aussi l'image qui prend de plus en plus de place. Il y a beaucoup d'injonctions, de choses qui sont partagées sur ce que doit ressembler le corps, etc.
Et donc ça, finalement, ça crée vraiment une anxiété qui se reflète dans le comportement alimentaire. Et c'est vrai que pour moi, être passé par là, je pense que quand on le vit, les proches, ce sont les personnes, malheureusement, on est le moins prêt à entendre quelque chose de leur part. Ouais. C'est les personnes envers qui on est les plus méchants, les plus désagréables, les plus durs, alors que c'est les personnes qui sont là pour nous aider. Et effectivement, je pense que l'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on comprend, qu'on est là pour eux. Ouais. Et aussi, malheureusement, attendre, si je puis dire, le moment où la personne est prête aussi. Ouais, il faut attendre la prise de conscience. À s'en libérer. Alors moi, ce que j'ai eu dans mon propre parcours et qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'on m'a mis en relation avec une personne qui avait souffert de troubles alimentaires et qui avait un petit peu dépassé ce moment-là. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu ma confidente et vraiment le fait de se sentir compris, etc. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de cheminer et de me dire ah oui, là il y a effectivement. Donc vous conseillez plus de faire appel à une personne extérieure? Oui, exactement. Ouais, c'est mieux. Ouais. Exactement. Ouais. Je pense que c'est pas la place du proche en tant que tel. Alors on connaît évidemment la spirale de l'anorexie et vous dites qu'à un moment donné vous prenez conscience que il faut remanger, que c'est une nécessité, que c'est vital. Comment est-ce qu'on passe de l'anorexie à cette prise de conscience qui fait que il faut repartir? Alors moi, effectivement, j'ai eu 2 prises de conscience, si je puis dire. La première, ça a été au moment du décès de ma grand-mère, où du coup, juste avant son décès, elle a perdu énormément de poids. Et je l'ai vue, et c'est vrai que moi, en le voyant, je la trouvais pas très jolie. Ça se voyait que c'était une femme qui était malade. Et quand elle est décédée, j'avais demandé du coup à ma maman combien elle pesait avant son décès. Et son poids était supérieur à celui que moi je faisais à cet instant-là. Et donc du coup, ça a été pour moi un premier déclic en me disant ah oui. Donc en fait, mon poids est anormalement bas. Et en plus de ça, par rapport à tout ce que je m'étais imaginé sur la minceur qui est jolie, etc. Là, j'étais confrontée à un reflet que moi je ne trouvais pas joli à travers cette minceur-là. Donc là, à ce moment-là, ça a été le premier déclic. Après, j'ai été fille au père en Irlande. Donc là, il y a un rythme de vie qui est complètement différent là-bas et qui a fait que j'ai continué à perdre du poids. J'ai eu un deuxième déclic, c'était vraiment en me voyant dans le miroir finalement, en voyant vraiment tous mes os, etc. C'était plus possible. Où je me suis dit là, c'est vraiment plus possible. Ouais. Et donc du coup, là, la volonté de reprendre du poids, mais à travers reprendre du poids, oui, mais qu'on a toutes les pensées sur la peur de grossir, sur manger telle ou telle chose, c'est mal, c'est pas bon pour le corps. Ouais. Et puis, on va pas m'aimer si je grossis, etc. Donc voilà, tout ça à déconstruire finalement. Mais bon, avant, c'est passé par 6 ans de boulimie. C'est ça. Et donc, vous avez été suivi? Alors effectivement, j'ai voulu me faire accompagner sur le comportement anorexique, pas spécialement accompagné, mais pour le coup, quand j'ai eu le comportement plutôt boulimique, là, j'ai voulu me faire accompagner. Et c'est là que j'ai découvert tout le monde des émotions, c'est ça. Parce que finalement, moi, mon véritable déclic, ça a été vraiment le jour où j'ai compris que la maladie que j'avais, la maladie finalement, elle était là d'une manière ou d'une autre pour me protéger de quelque chose, qu'elle avait quelque chose à me dire, qu'elle avait des messages à me partager. Et finalement, j'ai décidé de la voir non pas comme quelque chose à combattre et quelque chose dans lequel il y a cette compatibilité, mais plutôt comme une alliée finalement pour se dire ok, si tu es là, si tu as quelque chose à me dire, qu'est-ce qu'on fait ensemble et comment on fait pour avancer ensemble avec tout ça. Et ça, c'est lié. Alors, vous diriez que ce soit l'anorexie ou la boulimie, c'est toujours lié aux émotions? Alors, il y a pas. C'est surtout des maladies qui sont aussi multifactorielles. Il y a beaucoup de choses qui viennent en considération, mais il y a toujours une part émotionnelle parce que il y a aussi toutes les pensées. On l'a dit, toutes les pensées, les croyances que l'on peut avoir sur le corps, sur l'alimentation, sur le fait d'être rejeté, abandonné en fonction de son poids, de son corps. Mais toutes ces pensées-là, elles sont aussi liées à des émotions. Donc finalement, c'est vraiment toute cette exploration-là, des pensées, des émotions, et d'aller déconstruire tout ça. Alors on va parler évidemment de la manière, dans votre approche, de la manière dont, une fois que vous avez vécu cela, est-ce que vous pensez d'abord qu'on peut traiter de ces émotions, on peut traiter de ces histoires d'alimentation liées aux émotions et autres, sans l'avoir vécu? Alors oui, je pense que complètement.
Après, je mets un petit bémol par rapport encore une fois à ma propre histoire de vie, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à vouloir me faire accompagner, j'ai été voir une psychologue qui était pas du tout sensible, on va dire, à ces troubles-là. Ouais. Et c'est vrai que je me suis sentie, voilà, ces propos ont été très maladroits. Ouais. Et du coup, ça n'a fait que empirer ma sensation. Donc, ouais, il y a un petit bémol sur le fait de quand même des personnes qui sont alertes, si je puis dire, sur ces troubles. En tout cas, ça vous donne une légitimité, parce que vous savez de quoi vous parlez pour l'avoir vécu. Exactement. Donc, c'est déjà effectivement un plus. On parle de l'EFT, qui est cette méthode que beaucoup de gens connaissent maintenant et pratiquent. Pourquoi vous avez choisi cet angle-là pour justement aborder cette thématique des problématiques d'émotions et de l'alimentation liée aux émotions? Pourquoi l'EFT? Pourquoi l'EFT? Parce qu'il est venu à moi, tout simplement. Ouais, et comment? J'ai été suivie par une psychologue formée à l'EFT, donc j'ai moi-même fait beaucoup d'EFT. Celle qui m'a formée aussi pour accompagner sur le sujet de l'alimentation émotionnelle était aussi formée à l'EFT. Donc finalement, assez naturellement, c'est un outil que j'ai pu tester, voir véritablement les bienfaits sur moi aussi. Donc naturellement, j'ai voulu le proposer à ceux que j'accompagne. Alors comment est-ce que, je suppose que l'accompagnement évidemment se fait sur un moyen long cours? Exactement. Généralement, j'accompagne sur 3-4 mois. 3-4 mois. On va pas évidemment expliquer les 3-4 mois, mais comment l'EFT peut aider quelqu'un à prendre conscience que il est envahi par une émotion et que cette émotion a un impact sur son alimentation. Comment tout ça est lié? Comment votre approche se concrétise-t-elle au moment où on vit ça pleinement? Alors déjà, l'EFT, je trouve que c'est un fabuleux outil pour aussi apprendre à observer soi-même les émotions que l'on ressent. Parce que c'est vrai que bien souvent, on nous a pas forcément appris à aller apprivoiser et comprendre que là, il y a une émotion qui se passe dans mon corps. Donc déjà, l'EFT, vraiment, vu qu'on guide la personne à se connecter à son corps, à ses ressentis, à ses manifestations physiques, à nommer l'émotion aussi, à pouvoir aussi identifier son intensité, etc. Ça déjà, ça permet peu à peu d'apprendre à identifier ses émotions. Et ensuite, effectivement, avec l'EFT, l'idée, c'est d'aller à la source de la source, si je puis dire, et du coup, d'aller se connecter à ces premières fois où peut-être il y a eu ces émotions qui ont été cristallisées dans le corps. Parce que c'est vrai qu'on a toutes les émotions que l'on ressent dans son quotidien. Et puis, il y a toutes les émotions du passé aussi, qui sont restées cristallisées dans le corps et qui créent comme une empreinte émotionnelle, finalement. Presque du transgénérationnel? Ça peut aller jusqu'au transgénérationnel, effectivement. Alors après, moi, effectivement, en EFT, j'ai pas cette capacité-là, si je puis dire, avec le transgénérationnel. Mais déjà, sur sa propre histoire de vie, on a déjà plein de choses. Oui, c'est déjà pas mal. On a déjà plein de choses à faire. Mais c'est vraiment d'aller identifier, effectivement, cette émotion-là, d'où elle vient. Donc, par exemple, si je reprends ma propre histoire, cette solitude, finalement, c'est d'aller identifier et d'aller la libérer, si je puis dire, cette partie de moi qui ressent cette solitude, qui a si peur d'être seule, qui a si peur d'être avec soi-même, finalement. Et finalement, c'est d'aller parler à cette petite part de moi et d'aller comprendre ce qu'elle a à me dire, de comprendre pourquoi elle a toutes ces peurs-là et d'aller l'aider à libérer ces peurs-là. Et finalement, en la décristallisant, on s'apaise et on s'allège de certains points. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes la petite dernière d'une fratrie de 5. Oui. Comment on peut se retrouver à avoir cette peur de la solitude? Vous avez 4 frères et sœurs? Mais justement, j'ai toujours été en fratrie. Mes troubles du comportement alimentaire sont arrivés quand ils étaient tous partis de la maison. Ah. Donc effectivement. C'est ça le choc? Alors je pense que, il y a évidemment plein de choses. Oui, j'imagine. Il y a évidemment plein de choses, mais je pense que ça en fait effectivement partie, le fait que finalement d'avoir été toujours dans une grande famille très nombreuse, beaucoup de monde toujours à la maison, et finalement de voir peu à peu ses frères et sœurs partir, jusqu'à se retrouver toute seule avec les parents évidemment. Bien sûr, ouais. Mais voilà, je pense que ça a effectué ce truc de peur d'être seule, et puis pas l'habitude d'avoir été seule. Et puis de toute façon, j'étais malgré tout une enfant très timide, qui avait un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Donc voilà, toute la marmite a fait que ouais, c'est ça, toutes les sacoches là. Quoi, voilà, c'est exactement, c'est tous les poids qu'on a sur les épaules qui ont finalement créé ce comportement-là. En fait, ce comportement, ça a vraiment été une manière pour moi
de mettre sous le tapis toutes ces émotions qui ont été restées cristallisées pendant toutes ces années. Et jusqu'au point où on somatise et le corps vous le fait ressentir. C'est-à-dire que vous allez avoir des problèmes de peau, vous allez avoir quelques maladies, on parle évidemment de l'eczéma et autres. Ouais. Donc il y a plein de choses bien sûr qui se mettent alors si parce que vous les cumulez quand même, hein. Anorexie, boulimie, les eczéma à gogo, les problèmes digestifs, ulcère à l'estomac, etc. Ulcère à l'estomac. Oui, ulcère à l'estomac à 16 ans. Donc il y a un vrai mal-être, quoi. Il y a un vrai, oui, il y a une vraie anxiété qui est là, un manque de sécurité, un manque de confiance, et finalement, mon corps essaye de me dire comme il peut, fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Pour ressortir, si tu puis dire, tout ce mal-être-là. Jusqu'au jour où effectivement on prend, encore une fois, on observe et on se dit bon, ok, qu'est-ce que t'as à me dire, et maintenant on travaille ensemble. Et donc là, c'est la psychologue en fait qui vous met le pied à l'étrier et qui va au travers de l'EFT presque vous sauver, quoi. Alors effectivement, le cheminement a été relativement long, hein, malgré tout. Je pense qu'au début, j'ai surtout aussi beaucoup exploré de manière autonome à travers beaucoup de choses que j'ai commencé à écouter, etc. Voilà, sur le développement personnel, surtout au début, sur travailler la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et finalement, je pense que j'étais arrivée à un moment donné où, et puis par rapport à mon histoire de vie, où professionnellement, personnellement, ça allait. Okay. Finalement, le comportement alimentaire était plus dysfonctionnel. Enfin, il avait plus l'air dysfonctionnel. Mais je savais que à la moindre tempête émotionnelle, hop, rebelote. C'est ça, on retombe dans les écarts. On dégommait les placards pour vivre cette tempête émotionnelle. Ouais. Et donc c'est effectivement à ce moment-là que du coup là j'ai pris le temps de vraiment être suivie pour aller explorer toute cette sphère émotionnelle là pour apprendre à vivre la prochaine tempête émotionnelle d'une autre manière qu'à travers l'alimentation. Est-ce qu'aujourd'hui c'est réglé ça, ou vous êtes toujours à être attentive à ce que votre corps vous dit ou vos émotions vous disent? Alors je suis toujours très attentive à mes émotions. Aujourd'hui, ça fait complètement partie de mon quotidien, de ressentir les maux du corps, les douleurs, les choses qui apparaissent sur le corps, d'aller comprendre l'émotion qu'il y a derrière. Je prends beaucoup de temps à aller parler à mes émotions, de comprendre le message qu'elles ont à me dire, pourquoi elles sont là, et effectivement prendre le temps de les libérer. C'est ce qui a aujourd'hui forgé votre accompagnement, enfin la structure que vous préconisez pour ceux et celles qui nous regardent et que vous avez envie d'accompagner? Oui, effectivement. Moi, j'accompagne vraiment les personnes aussi à devenir leur propre détective, si je peux dire, de leurs émotions. Parce que des émotions, on va en ressentir toute notre vie, et bien heureusement parce qu'elles sont de fabuleux alliés. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller apprendre à justement les vivre. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Parce que, ok, s'il n'y a plus le comportement alimentaire compulsif, mais si à la prochaine émotion, effectivement, ça revient, l'idée, c'est de voir comment on peut vivre cette prochaine tempête émotionnelle, parce que on le sait de toute façon, il y en aura une. Mais là, vous parliez effectivement de ces émotions au travers de l'alimentation, mais on peut avoir des émotions et des comportements au travers de ces émotions autres que l'alimentation. Ah mais alors moi je suis assez persuadée que nous avons toutes et tous notre mécanisme d'adaptation à nos émotions. Total. Ça peut être l'alimentation, ça peut être le tabac, ça peut être la drogue, ça peut être les achats. Enfin, je pense que nous avons toutes et tous notre manière de faire pour faire face à nos émotions, parce qu'encore une fois, on nous a pas appris à les vivre les émotions, on nous a plutôt appris à plutôt les mettre sous le tapis. Et donc finalement, on fait tous du mieux qu'on peut pour quand il y a une émotion trop désagréable, trop intense, finalement inconsciemment on se dit oh non, toi je veux pas te ressentir. Et on l'anesthésie à travers un comportement qui peut être des fois inapproprié et qui surtout peut être source de souffrance après. Donc vous avez mis un protocole en place
avec l'outil de l'EFT pour accompagner la gestion de nos émotions. Enfin, je sais que vous n'aimez pas le mot gestion. Pour apprendre à vivre ses émotions. Pour apprendre à vivre ses émotions. Alors effectivement, en accompagnement individuel, on utilise vraiment l'EFT pour aller re-explorer ses émotions du passé, ses émotions cristallisées. Donc si par exemple, il y a je vais reprendre par exemple un accompagnement que j'ai en tête, par exemple une grosse colère qui est présente par rapport à la maman parce que voilà, il y a eu un manque ou quelque chose. Bon, on va vraiment aller libérer cette colère dans le corps pour apporter un nouveau message dans le corps et rapporter de la sécurité en fait. Parce que cette colère, encore une fois, c'est une petite partie de nous qui la ressent et du coup l'idée c'est de lui dire ok, je comprends que tu ressens cette colère, c'est bien normal, tu l'as ressenti depuis tant d'années, mais aujourd'hui tu as le droit de te libérer, aujourd'hui je suis là pour toi pour que tu puisses te libérer de cette colère. On a souvent l'image de l'EFT, un peu, pas caricaturale, mais très réductrice, des tapotis. Tapotis. Voilà, et on se dit, ah oui, on s'imagine que ça n'est que ça. Or, c'est beaucoup d'autres choses. J'imagine que votre accompagnement ne se limite pas à 3 clapotis. À tapoter pendant... Non, j'imagine que non. Non, c'est effectivement tapoter, c'est exprimer aussi des choses, se connecter à son corps, et puis effectivement de renouer, si je puis dire, avec toutes les parties de soi, avec toutes les parts de soi qui ont été blessées. Pour vraiment pouvoir les libérer. Donc ça veut dire que dès qu'on est envahi par une émotion, on met en place les techniques que vous préconisez dans l'accompagnement et on peut gérer ça. Et on peut apprendre à vivre au fur et à mesure effectivement les émotions. Qui vous consulte? Qui me consulte? Ouais, la plupart du temps. Quels sont les mots des gens qui vous consultent? MAUX. MAUX. Beaucoup évidemment du sujet de l'alimentation émotionnelle. Sinon effectivement ça va être des personnes qui vont avoir aussi des phobies, des douleurs chroniques aussi. Voilà, ça va être les sujets principaux. Et puis toute personne aussi qui finalement ressentent le besoin d'avoir une alliée pour justement aller apprivoiser le monde de ses émotions. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez compris vous? Mes émotions? Ouais. Alors, je peux dire que j'ai bien avancé sur le chemin. Oui, bien sûr, vous avez cheminé. Que j'ai bien avancé sur le chemin. Je pense qu'elles ont encore plein de choses à nous raconter. Donc, en tout cas, de là où j'en suis aujourd'hui, ce que je sais, c'est que je peux accompagner et aider à commencer à les explorer et commencer à aller vivre aussi ces émotions et comprendre ce qu'elles ont à nous dire, comprendre les messages qu'elles ont à nous dire. Et plus les voir comme des choses à combattre, à mettre sous le tapis, mais vraiment les voir comme des alliés. Alors, on aurait pu dire, je sais qu'il y a des gens qui vont s'interroger, qui vont se dire, mais quel a été son problème et pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation, etc. Vous parlez dans la fiche de prod, vous parlez de votre maman, qui est très ouverte à ce genre de technique, enfin pas nécessairement l'EFT, mais en tout cas qui a eu une approche, on va dire, une ouverture d'esprit, dite spirituelle. Oui, effectivement. Elle est un peu dans cet univers-là. Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours... mes parents sont vétérinaires, donc pour le coup, il y a quand même cette médecine, si je peux dire, traditionnelle, même si c'est pour les animaux. Mais à côté de ça, j'ai... justement, quand on disait que j'avais beaucoup d'eczéma, etc., on m'a emmené chez l'homéopathe pendant toute mon enfance pour essayer d'apaiser l'eczéma. J'ai été accompagnée avec les huiles essentielles aussi pendant toute mon enfance. Donc effectivement, les médecines alternatives, c'est quelque chose auquel j'ai été habituée, si je puis dire. Et donc naturellement, je me suis aussi tournée vers celle-ci par la suite. Alors, on parle de l'EFT, mais vous avez testé beaucoup d'autres choses. Vous êtes formé à beaucoup d'autres choses dans la médecine chinoise, la médecine énergétique. Vous avez beaucoup appris sur les neurosciences et des choses comme ça. Et donc, vous en avez fait une sorte de package qui vous permet aujourd'hui d'avoir comme une sorte de couteau suisse, une malle à outils. Exactement. Que vous pouvez adapter en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Exactement. J'aime vraiment beaucoup utiliser différents outils pour aussi, on est toutes et tous différents. Et il y a quelque chose qui peut fonctionner pour quelqu'un, qui peut moins fonctionner pour une autre parce qu'on est moins réceptif à cet instant-là. Et du coup, c'est vraiment avec l'exploration des différents outils, finalement, de trouver ce qui fait du bien à soi. Et effectivement, à travers l'EFT, les soins énergétiques, le coaching aussi, et un petit peu des conseils, effectivement, justement, en termes de médecine naturelle. Une médecine naturelle. Quand on parle d'alimentation émotionnelle, il y a des hommes qui sont concernés? Eh oui.
Et alors moi, c'est ma conviction qu'il y a beaucoup plus d'hommes que ce que l'on croit. Que ce que l'on croit, ouais. Parce que eux aussi, ils sont soumis à beaucoup d'injonctions sur sur le corps, Oui. même si on parle beaucoup des femmes. Et moi, j'aimerais vraiment avoir plus d'hommes, si je puis dire, en accompagnement, parce que je sais aussi à quel point ça peut leur faire souffrir, mais que finalement, ils se sentent peut-être pas légitimes, si je puis dire, à aussi avoir cet espace-là. Donc, j'ai quelques hommes, mais majoritairement des femmes. Majoritairement des femmes. Et on vous consulte plus pour des problèmes liés à l'anorexie ou à la boulimie? Non, alors moi, je fais effectivement plutôt compulsion alimentaire. Ouais. Ouais, je pense que l'anorexie, c'est encore autre chose et que voilà, il y a d'autres professionnels de santé à aller voir dans un premier temps pour aller accompagner ces troubles. Est-ce que votre accompagnement est jumelé aussi avec un accompagnement dit d'une médecine plus traditionnelle? Est-ce que vous travaillez avec des professionnels de santé? Alors effectivement, souvent les personnes elles peuvent être amenées à être accompagnées par différents praticiens en même temps, notamment effectivement diététiciennes, nutritionnistes. Et effectivement, en fonction de ce que l'on voit aussi ensemble, je peux inviter aussi à aller effectivement aller travailler sur un autre aspect, si je puis dire, avec un autre professionnel de santé. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus, mais j'ai quand même le sentiment que c'est assez générationnel quand même. J'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans un système où les addictions au sucre, les addictions à cette nourriture compulsive, à la malbouffe, on est quand même en plein dedans, quoi. Alors, on est en plein dedans parce que je pense que, encore une fois, au niveau émotionnel, on est aussi dans un moment où on est tous en mode cocotte minute. Non, mais pas plus que les précédentes générations. Ils avaient aussi leurs problèmes d'émotion et leurs difficultés de vie. Oui, complètement. Mais nous, on a, je trouve, un rapport à l'alimentation qui est quand même parce qu'elle est aussi, c'est finalement on l'a dit, on a toutes et tous un peu nos mécanismes pour faire face. Et finalement, l'alimentation, elle est tellement accessible, elle est facile à avoir. Et puis aussi en termes de prix, finalement, c'est l'alimentation qui est moins adéquate pour notre corps, qui est la plus accessible. Donc finalement, c'est ça aussi qui fait que finalement c'est facile, c'est socialement accepté aussi, ça se voit pas. Donc tout ça fait qu'effectivement l'alimentation prend beaucoup de place. Et encore une fois, moi je suis aussi assez convaincue que toutes les injonctions liées au corps vient vraiment mettre beaucoup vient alimenter, si je puis dire, ces problématiques en lien avec le comportement alimentaire. Mais ça veut dire aujourd'hui que dans votre accompagnement, dans cette alimentation émotionnelle, il y a vous dites ne plus faire ceci ou ne plus faire cela, c'est-à-dire par exemple le sucre, vous stoppez tout ça, vous faites plus, il n'y a pas de rééquilibrage, non, faites pas tout ça. Non, et puis alors justement, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Vous faites pas tout ça? Non, pas du tout. J'accompagne vraiment pas sur le côté de l'assiette. Et j'explique aussi d'un point de vue physiologique pourquoi effectivement le fait de faire des grosses restrictions, pourquoi finalement après on a l'effet yo-yo, etc. C'est aussi de comprendre les mécanismes du corps finalement. Mais comment on peut accompagner l'alimentation émotionnelle sans parler de ce qu'il y a dans l'assiette? Alors, sans parler de l'assiette, c'est-à-dire du contenu de l'assiette en tant que tel? Oui, absolument. Parce que effectivement, généralement, les compulsions aussi, elles viennent en dehors des repas finalement, et du coup, c'est vraiment dans ces instants-là qu'on va aller travailler. On va aller aussi ressentir, travailler sur ce que l'on ressent. Donc effectivement, moi j'en ai parlé tout à l'heure aussi, vraiment cette sensation de vide dans l'estomac, ce trou qu'on a besoin de remplir encore. On va aller travailler sur cette sensation-là pour que finalement cette sensation elle se libère. Donc c'est vraiment sur tous ces aspects-là. Donc c'est pour ça qu'effectivement un accompagnement en parallèle avec diététicienne, nutritionniste est important pour pouvoir effectivement trouver son équilibre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas mon expertise d'aller travailler en tant que tel sur l'assiette. Alors j'ai le sentiment, si on devait imager, que vous nous apprenez en tout cas à construire une espèce de bulle avec une technique qui, dès l'instant où on ressent cette émotion-là, cette pulsion ou cette envie ou cela, hop, on met en place ce que vous préconisez et on s'apaise et on soulage.
Alors effectivement, je crée un petit peu des SOS C'est ça, ouais, c'est ça. en EFT. C'est une application. Alors, c'est l'application de Laetitia. Je ressens un truc, je vais ouvrir avant de défoncer le placard. On a tous un placard à sucre. Évidemment. On a tous un placard à sucre. On a tous ce placard-là. Et je pense que si vous avez des enfants, il y a l'heure du goûter, la rentrée des classes, etc. Voilà, ça il y a le placard qui est terrible. Mais ce qui est important aussi à rappeler, c'est que nous sommes toutes et tous profondément humains et que manger sous le coup des émotions, c'est parfaitement normal et naturel. C'est fou parce que là, il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on vous dites, on a le droit de manger sous le coup des émotions, mais en fait, il faut apprendre à gérer ces émotions pour ne pas être dans le côté compulsif. Bah, effectivement, l'alimentation émotionnelle, finalement, à partir du moment où, après cette prise alimentaire, qui peut être disproportionnée par rapport à nos besoins, si ça a ses sources de culpabilité, ses sources de honte, ses sources de plein de petites voix là qu'on se dit contre nous, comme quand on est mal, qu'on n'est pas bien, etc. Et ben tout ça, c'est cette souffrance-là finalement qui pèse et qui rajoute encore une fois des bagages en complément sur soi. À partir du moment où c'est source de souffrance, effectivement, on a le droit enfin, on a le droit, non, c'est pas on a le droit, mais j'invite à aller explorer cette relation à l'alimentation. Mais après, de manger, enfin, je veux dire, on le fait toutes et tous, de manger quelque chose parce que soit effectivement on est un peu triste, etc. Soit ou le contraire parce qu'on ressent de la joie. Il y a eu un bel événement, il y a eu quelque chose. Bah du coup, il y a ce truc un petit peu festif que l'on mange, etc. Et ça, c'est complètement normal, humain. On est profondément humain avant tout. Vous aimez le chocolat? J'adore ça. Le lait ou chocolat ou noir? Ah bah le lait. La conseillère en naturopathie. Vous auriez dû me dire non, chocolat noir 78%, même 80%. Non. Oui, mais si je me dis que finalement c'est mieux de manger du chocolat noir parce que pour le corps, etc., etc. Donc je vais peut-être manger mon petit bout de chocolat noir en me disant oh là là, en vrai j'ai quand même plus envie de mon chocolat au lait, etc. Mais vous avez quand même votre petite note de sucré. J'ai ma petite note de sucré. Mais au bout d'une semaine où j'ai mangé mon petit bout de chocolat noir qui m'a pas du tout fait plaisir, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer? Et parce que dans la journée, il s'est passé un petit truc qui m'a un petit peu retourné émotionnellement. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer le soir? Je vais ouvrir la plaquette de chocolat au lait et je vais la dégommer dans sa globalité. Ouais. Alors, si on mangeait un petit bout chaque jour, enfin en tout cas, quand j'en ressens le besoin et quand j'en ai vraiment envie et quand ça me fait vraiment plaisir à le manger, alors ce petit bout, si à un moment donné, j'ai envie de défoncer la tablette, et j'ai pas d'émotion particulière, mais j'ai envie de boulotter la tablette complète. Alors là, il se passe c'est intéressant enfin, bon, sur le coup, je sais bien que c'est compliqué de dire bon, alors stop. Oh, c'est ça. Écoute-toi, fais quelque chose, écoute-toi. Je sais à quel point dans ce moment-là, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ok, on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on ressent le besoin de faire, mais ça peut être après, effectivement, de se demander qu'est-ce qui s'est passé, peut-être aussi des pensées, parce qu'il y a aussi beaucoup de pensées permissives. On rentre dans un process de culpabilité derrière. Alors effectivement, donc, ça c'est une émotion, la culpabilité. C'est une émotion. C'est pour ça que celle-ci, on la travaille aussi beaucoup pour finalement apaiser aussi cette culpabilité-là, et parce que aussi elle nous empêche, si je puis dire, de pouvoir aller justement explorer le pourquoi et d'aller à la racine de la difficulté. Il y a le côté compulsif. Ce besoin de tout de suite maintenant, machin, etc. Et puis après il y a la redescente. Alors c'est vrai que sur le coup ça fait plaisir, ça fait du bien. Je l'ai fait pas plus tard qu'hier soir. Et après il y a le questionnement. Il y a le questionnement. Ça fait du bien parce qu'effectivement sur le moment en fait, vu que l'alimentation elle vient pour anesthésier quelque chose, donc effectivement en mangeant on anesthésie le corps, parce que du coup, en plus, le corps, il met en place la digestion et il fait du mieux qu'il peut pour aller, pour faire face à tout ça. On anesthésie aussi le mental, parce que du coup, on est occupé à manger, etc. Donc finalement, il y a ce sentiment d'un seul coup, on a tout bloqué, on a tout anesthésié. Sauf que, donc sur le coup, on a l'impression que ça fait du bien, mais effectivement, suite à ça, ça peut générer la culpabilité, la honte, le fait de beaucoup de pensées aussi très désagréables envers soi, qui viennent du coup aussi jouer sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Donc finalement, c'est vrai que justement tous ces sujets d'estime de soi sont aussi
font entièrement partie de l'exploration et du travail. Et vous pouvez intervenir là-dessus. Oui, complètement. Ça Ouais. fait complètement partie de l'accompagnement. C'est pas que de l'alimentation émotionnelle, hein. C'est les émotions en général. Complètement. Et en réalité, j'accompagne sur le sujet de l'alimentation émotionnelle, mais finalement, assez rarement, si je peux dire. Enfin, en tout cas, c'est pas toutes les séances sur lesquelles on va parler de l'alimentation. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plutôt aller se connecter à des émotions qui sont à l'origine. Mais c'est pas en tant que tel le comportement alimentaire, parce que le comportement alimentaire, c'est vraiment la partie visible de ce que l'on voit, mais en profondeur, il y a tout ce qui est émotionnel, pensée. Est-ce que j'ai souvent l'habitude de poser cette question à ceux qui font leur index? Est-ce que vous avez une histoire, quelque chose qui vous a profondément marqué? Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, il y a parfois des images du avant-après. Est-ce que vous avez une histoire de quelqu'un que vous avez accompagné qui vient avec sa problématique et vous voyez au fur et à mesure de votre accompagnement une transformation pour maintenant se retrouver dans une situation où, voilà, d'apaisement et en tout cas de bonne gestion de ses émotions? Alors j'ai deux histoires qui me viennent en tête. La première, c'est peut-être plus pour exprimer et montrer aussi l'EFT finalement comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que souvent aussi j'ai des personnes qui viennent me voir où je suis pas la première personne qui viennent voir. Ils ont déjà testé énormément de choses. Et c'est vrai que j'ai eu une cliente une fois qui est arrivée en me disant bon, moi j'ai été voir un psychologue de nombreuses fois, mon histoire je la connais, je sais que c'est à cause de la relation que j'ai avec ma maman que j'ai ce comportement, je sais tout. Ok. Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le même problème. Et donc du coup effectivement une fois en EF, donc finalement son mental avait compris son histoire, ok, voilà. Et du coup en EFT une fois on a été amené à aller travailler sur la colère du coup qui était en lien avec sa maman. Et à la fin de la séance de EFT elle me dit ah enfin je lui lâche la grappe à ma maman. En fait c'est son corps là qui avait compris. Elle avait compris pendant toutes ces années le mental, ok il y a eu ça donc j'ai cette manière de faire. Mais là, c'était plus le mental à qui on est venu parler. C'était vraiment au corps, au cœur. Et là, on a été dire, OK, c'est bon, il y a eu tout ça. Mais aujourd'hui, on peut se libérer de tout ça et on peut avancer d'une autre manière. Et donc là, on avait vraiment transmis, voilà. On avait parlé à l'intelligence du corps et du cœur pour avancer. Et maintenant, elle va bien. Et aujourd'hui, elle va bien. Et la deuxième histoire qui m'est venue quand vous m'avez posé la question, c'est une jeune femme où elle s'est bien rendue compte que le déclencheur Ces émotions, des compulsions alimentaires, c'est lié à un événement, lié à un décès. Donc finalement, on a été aussi, justement, travailler sur les émotions liées à ce décès, le vide que ça a laissé, etc. Donc finalement, on était sur le vide qu'avait laissé le décès de cette personne-là, ce vide qu'elle essayait de remplir avec la nourriture. Et du coup, vraiment cette exploration-là. Et aujourd'hui, du coup. Tout va bien pour elle. En tout cas, moi je pense que c'est bien de se faire accompagner de cette manière-là. On sent aussi votre empathie. Vous êtes très empathique. Hein. On a dû vous le dire. Oui. Vous êtes très empathique. Ouais, il y a de ça. Et vous êtes très empathique parce que votre histoire vous a forgé de cette manière-là. Je pense que si vous n'aviez pas eu toutes ces épreuves de vie là. Peut-être que vous ne seriez pas sans doute la personne que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, je vois véritablement ce trouble du comportement alimentaire. Je le vois vraiment comme aujourd'hui une opportunité pour moi et je remercie parce que sans ça, je n'aurais peut-être pas fait tout le travail que j'ai fait sur moi. Je me serais peut-être pas appris à m'aimer. Je me serais peut-être pas appris à me reconnecter à moi, à mes sensations. Donc aujourd'hui, c'est grâce à ça, si je puis dire. Bon, vous n'êtes pas devenu veto, du coup. Je ne suis pas devenue veto. Non. À la grande déception de vos parents qui se disent, oh là là, j'aurais aimé. Est-ce qu'il y en a au moins un des 4 autres qui est veto? Et non. Non plus. Bon, d'accord. Okay. Et non. Mais beaucoup quand même. Voilà, je vous invite évidemment. On peut consulter à distance? Oui, effectivement. Je fais beaucoup exclusivement d'ailleurs à distance pour l'EFT. Et les soins énergétiques, je peux le faire en présentiel. En présentiel aussi. Il faudra venir en Bretagne, du coup. En Bretagne, exactement. Voilà, très bien. Merci Laetitia. Merci à vous. Merci infiniment. Vous allez, autour de cette vidéo, on va vous mettre tous les liens pour rentrer en contact avec Laetitia, pour cet accompagnement qui peut effectivement sans doute vous aider, prendre le temps. Il faut combien de temps à peu près sur 3 mois?
Moi, effectivement, je propose un accompagnement sur plusieurs séances qui durent généralement sur 3-4 mois. 3-4 mois, à raison de? Une séance par semaine, une séance toutes les 2 semaines par la suite. Est-ce qu'il y a entre 2 séances, vous nous demandez des choses à faire? Effectivement. Ah ouais. Je demande des explorations entre les séances, de pratiquer des choses, de tester, d'observer et de voir comment ça se passe pour soi. Et vous voyez tout de suite ceux qui ne l'ont pas fait? Ça va beaucoup plus vite quand on fait un travail chez soi. Parce qu'encore une fois, j'invite vraiment les personnes à devenir leur propre détective de leurs émotions, de leurs pensées. Et ça se fait pas que en séance, ça se fait entre les séances d'aller observer ce qui se passe dans son corps. Vous vous aimez aujourd'hui? Effectivement. C'est une femme heureuse, c'est parfait. Merci Laetitia, merci beaucoup. Merci à vous. Commentez, partagez toujours avec bienveillance comme toujours. Et puis autour de la vidéo, je vous le disais, tous les liens pour entrer en contact avec Laetitia. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.